La guerre est donc déclarée cette nuit. Vladimir Poutine a annoncé le lancement d'une opération militaire en Ukraine. Un discours suivi des faits. Plusieurs explosions ont retenti dans les principales villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, et des chars entrent par voie terrestre dans le pays. L'une des conséquences immédiates, c'est bien sûr la flambée de l'énergie, le pétrole, le gaz. Bonjour Éric Chanet. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, économiste, conseiller économique de l'Institut Montaigne. Sur le front énergétique, est-ce que là, c'est le pire des scénarios qui finalement est en train de se produire ? Non, c'est politiquement que c'est le pire des scénarios. Je veux dire, la dernière fois qu'un événement de cette ampleur s'est produit, c'est quand l'armée nazie a envahi la Pologne. Ouais. Alors, évidemment, il y a des tas de conséquences économiques, mais je pense que le plus important, vous en parlerez peut-être avec d'autres invités, c'est vraiment sur les conséquences politiques. Maintenant, comme la Russie est d'ailleurs c'est à peu près sa seule richesse, un gros exportateur de pétrole, dans une moindre mesure de gaz, évidemment, il y a des répercussions sur les marchés de l'énergie. Bien que jusqu'à présent, personne n'en ait parlé, une des possibilités de rétorsion vis-à-vis de la Russie, c'est un embargo commercial. C'est d'ailleurs ce qui avait été décidé assez rapidement, en août 1990, lorsque Saddam Hussein avait envahi le Koweït. Oui. On avait décidé un embargo pétrolier qui avait fait flamber les cours du pétrole. Et là, les marchés se posent la question. Dans le fond, dans les réactions occidentales, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un embargo commercial qui ferait très très mal à la Russie, parce qu'elle exporte beaucoup de pétrole et gagne beaucoup d'argent grâce à ça. Et donc, il est tout à fait normal que les marchés explosent. Est-ce que, malgré tout, le gaz russe, quand on connaît la dépendance de l'Europe au gaz russe, est-ce que ça reste quand même pas une arme redoutable pour le pays ? On importe près de la moitié de notre stock en Europe de gaz depuis la Russie. Est-ce que le gaz, aujourd'hui, c'est la vraie arme de la Russie ? Oui, alors, déjà pour finir sur le pétrole, c'est assez intéressant de regarder la courbe des futurs sur le marché, parce qu'on est à $100, vous le rappeliez tout à l'heure. $103 le baril de Brent. Oui, 101, enfin bon, ça bouge un peu, c'est normal. Mais les livraisons 2023 sont à $80. Donc la courbe est bien inversée. Les marchés font l'hypothèse que ça devrait quand même se calmer, mais ça reste à un niveau très élevé. Alors pour le gaz, c'est à double sens. Parce que c'est vrai, vous avez raison, l'Europe importe son gaz, à peu près 40% de son gaz vient de Russie. C'est encore plus pour l'Allemagne. Mais la dépendance de la Russie vis-à-vis de l'Europe est encore plus forte. Oui. Parce qu'elle en exporte un peu en Chine, ça va se développer, bien entendu, mais l'essentiel, c'est vers l'Europe. Et ce n'est pas pour rien que la première décision prise par les Allemands a été de ne pas ouvrir le doublement de Nord Stream 1, donc ce fameux Nord Stream 2, qui permettrait à la Russie d'exporter plus de gaz vers l'Allemagne en particulier. Donc je trouve que c'est à double tranchant, cette affaire, et que si les stocks qui ont été assez bien re-remplis en Europe, malgré la réticence de Gazprom à le faire, et pour cela, on a importé énormément de gaz liquéfié, et on va continuer à le faire de plus en plus, que ce soit des États-Unis ou que ce soit du Qatar, il serait possible probablement, à condition que les conditions météorologiques le permettent, de se passer du gaz russe. Et dans ce cas-là, la dépendance se retourne complètement contre la Russie parce que ça fait des royalties en moins. La plupart des spécialistes disent que c'est quand même compliqué pour l'instant de se passer du gaz russe, en tout cas à court terme, puisqu'il faut évidemment pallier ces manques et qu'aujourd'hui, les pays du Golfe, notamment, n'ont pas la capacité de produire autant et surtout de nous le livrer autant. Oui, alors ça dépend quand même un peu de la météo. Parce que la politique énergétique allemande, qui est une vraie catastrophe, on s'en rend compte maintenant, j'espère que les dirigeants allemands s'en rendent compte, nous rend plus dépendants du gaz russe pour la production d'électricité. Mais on a besoin de produire surtout quand il fait froid. Oui. Et on a besoin de se chauffer quand il fait froid. Et donc, c'est pour ça que je dis que les conditions météorologiques vont être importantes. Si on va vers un redout, puisque bon, on est bientôt au mois de mars, dans ce cas-là, il serait possible de se passer de pas mal des importations de gaz russe. Alors, vous parliez des exportations du Qatar, mais le plus gros exportateur de gaz naturel liquéfié, ce sont les États-Unis qui tirent là-dedans les marrons du feu, bien entendu. Et notre problème en Europe, c'est plutôt le manque. C'est un tiers de l'approvisionnement européen, les États-Unis, voilà, mais à peu près. Ça pourrait être beaucoup plus. Et le problème en Europe, c'est pas tellement du côté de l'offre
que ce soit le Qatar. Bon, il y a 3 grands producteurs, Oui. 4 avec les États-Unis. Il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a le Qatar et les États-Unis. Ce sont les terminaux méthaniers. Oui. Et il n'y en a pas assez. Et Parce ça que ne se construit pas en 6 on le mois. réexplique, quand on importe du GNL, il faut ensuite des unités sur place pour reméthaniser, regazéifier Voilà. le gaz et le transformer de l'état liquide à l'état gazeux, en Voilà. l'occurrence. Et ce sont des infrastructures extrêmement chères, Oui. extrêmement lourdes et qui demandent des niveaux de sécurité extrêmement élevés, car un attentat sur un navire méthanier, ça serait l'équivalent, sans la radioactivité, d'une bombe atomique. Oui. Donc ce n'est pas des choses qu'on construit si rapidement que ça. Il y a une deuxième circonstance météorologique qui pourrait nous obliger, nous rendre plus dépendants du gaz russe, c'est, on l'a connu il n'y a pas très longtemps, c'est un anticyclone qui fait que les éoliennes allemandes ne produisent pas 1 kW d'électricité, auquel cas il faut bien remplacer par quelque chose. Oui. Mais quand même, plus on s'avance vers l'été, plus notre dépendance diminue. Et je pense que la question, en fait, elle est stratégique. Comment, à moyen long terme, se passer du gaz russe ? Alors justement, au-delà de la question de la météo, un petit entrefilet sur le sujet de la hausse des prix. Est-ce qu'il faut s'attendre, d'un point de vue purement de consommateur, d'avoir effectivement une hausse des prix sur le prix du gaz tel qu'on les a connus? Comment finalement peut sortir aussi, puisque nous sommes en période électorale en France, le gouvernement de cette affaire? Est-ce qu'il va falloir de nouveau faire un chèque énergie comme on l'a connu les précédentes semaines, les précédents mois? Quels sont les scénarios aujourd'hui qui sont un petit peu envisagés par les économistes sur ce sujet de la hausse des prix? Moi, ça me paraît à peu près inévitable que le prix du pétrole continue à monter. Enfin, ça, c'est vraiment la composante la plus importante pour les gens, parce qu'ils le voient à la pompe. Pour le prix du gaz, c'est probable aussi. Et ça a une répercussion sur le prix de l'électricité. Effectivement. Bon, là, le gouvernement a pris une position qui est extrêmement coûteuse, mais qui fait que les gens ne voient rien, puisqu'on a dit en 2022, le prix de l'électricité n'augmenterait pas de plus de 4%. Bon, on devrait être normalement à 25 ou 30%. Et donc, je dirais que pour les Français, ça sera surtout l'augmentation du prix des carburants, l'augmentation du prix du gaz, qui est très probable aussi, mais on ne le verra pas sur l'électricité. Par contre, on le verra sur les comptes d'EDF et sur le déficit budgétaire qui sera encore plus important que prévu. Mais sur la partie budgétaire, est-ce qu'on peut se permettre là, de refaire de nouveau des chèques énergie aux Français? Alors, vous savez, quand on est dans une telle période où le mot guerre est le seul mot d'actualité, prononcé, bien sûr. Je vous assure que les gouvernements n'hésitent pas à emprunter bien plus que c'était prévu. Et dans le fond, du côté des marchés, il y a une forte aversion pour le risque, pour tous les actifs risqués, ce qui rend les bons des gouvernements, les obligations des gouvernements encore plus intéressantes. Donc il n'y aura aucun problème de financement de ce point de vue-là. Bon, un petit mot pour terminer, mais sur les scénarios, justement, si on fait un tout petit peu de prospective, en l'occurrence, vous parliez effectivement du pétrole, on le disait, franchi la barre des $100 le baril, on est à peu près à 103. Est-ce qu'on est parti pour retourner sur les plus hauts qu'on a connus par exemple en 2008, $147 le baril? Qu'est-ce qui peut se passer effectivement dans les prochains mois? Et quels sont les paramètres justement sur lesquels les gouvernements vont essayer de jouer? Ah oui, je pense que le prix du pétrole peut monter à $150, c'est tout à fait possible. En 2008, il était monté à $150 pour chuter après. Oui. Mais rappelez-vous, en 2012, le prix du pétrole en moyenne sur l'année était à $125. Et donc, tant que le risque, voire la réalité d'un embargo sur le pétrole russe est présent dans les marchés, le prix du pétrole sera très élevé parce que la demande marginale, c'est-à-dire celle qui sera adressée essentiellement à l'Arabie Saoudite et aux Émirats, elle sera tellement forte par rapport à leur capacité de production. Il y en a, je vous le rassure, mais peut-être pas assez. Donc le prix fera une partie du travail. Oui. Donc je crois qu'il faut vraiment s'attendre à un pic très important sur le prix du pétrole et donc à une poursuite de la hausse de l'inflation. Et en un mot pour terminer, mais est-ce que quand on se tourne de plus en plus vers des pays du Golfe, notamment, on en parlait, est-ce que ça ouvre pas aussi effectivement d'autres problématiques diplomatiques, relationnelles? On n'est pas d'accord sur tout avec les pays du Golfe. Est-ce que c'est finalement abandonner la Russie pour s'ouvrir à d'autres types de difficultés relationnelles et diplomatiques? Oui, vous avez complètement raison. En particulier, le Qatar développe toute une diplomatie qui quand même vise à favoriser certains mouvements islamistes, donc on peut avoir des problèmes. Du côté de l'Arabie Saoudite, il peut y avoir des problèmes de stabilité politique, quoique depuis le temps qu'on dit ça, les FAD sont toujours là. Moi, je dirais que c'est un problème qui est plus temporaire que structurel, parce que l'Europe est bien en avance sur tout le reste du monde, est engagée dans la décarbonation. Et tout ce qui se passe va plutôt accélérer le mouvement vers la décarbonation. Décarbonation, ça veut dire qu'on sera de moins en moins dépendant du pétrole. Donc à court terme, vous avez raison, mais à moyen et long terme, le pétrole, c'est fini.
Et ça, c'est peut-être une bonne chose finalement aussi d'accélérer aussi la transition énergétique et les investissements en ce sens. Merci beaucoup Éric Chenet d'être venu nous voir ce matin, économiste conseiller économique de l'Institut Montaigne sur Boursorama aujourd'hui.